Nous sommes très ravis de vous retrouver dans le cadre de cette émission RDC Environnement, une production, comme vous le savez, de la rédaction de l'agence Galaxy Media. Les appels d'offres portant blocs pétroliers et gaziers ne cessent de susciter des remous dans l'opinion, tant nationale qu'internationale. Et nous avons voulu en savoir un peu plus ici. Sur ce plateau, nous avons reçu, ou nous recevons, M. Alain Ngunda Ikala. Il est expert en droit de l'environnement. Monsieur Alain, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette émission. Merci à vous de m'accueillir. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, l'actualité reste dominée donc par ces lancements officiels des appels d'offres sur les 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers qui sont déjà lancés, ces appels. Vous, quand vous avez appris cette nouvelle, ça vous a fait quoi d'abord? Bon, au départ, le ministre avait fait valider en Conseil des ministres 16 blocs pétroliers. Et à l'époque, j'avais publié pour rappeler justement les obligations environnementales préalables qu'il faut avant le lancement de ce type de programmation. Et par la suite, il y a quelques semaines, le ministre nous apprend qu'il lance en réalité 30 blocs pétroliers. Ce qui nous a beaucoup surpris et qui d'ailleurs pose peut-être problème sur le plan de la procédure d'appel d'offres. Donc moi, bon, mon sentiment par rapport à ça, c'est un peu l'inquiétude. L'inquiétude parce que je trouve que d'une part, les préalables environnementaux n'ont pas été exécutés et il y a une petite peut-être problématique aussi dans le processus elle-même d'appel d'offres. Alors, les appels d'offres ont été lancés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi le 28 et puis le 29. Mais ce qui suscite des remous, c'est cette problématique de l'exploitation des ressources pétrolières et la protection de l'environnement. En tant qu'expert en droit de l'environnement, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une cohabitation entre exploitation des ressources des hydrocarbures et la protection de l'environnement? Premièrement, je voudrais dire que je ne suis pas contre l'exploitation des hydrocarbures de manière idéologique. La RDC a le droit d'exploiter son potentiel d'hydrocarbures, mais les choses doivent se faire dans les règles. Concernant la cohabitation, c'est possible, mais pour cela, il faut faire des préalables. Les préalables, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la loi? Quels sont ces préalables? Qu'est-ce que la loi a prévu? En fait, quand vous faites une programmation de blocs pétroliers, pardon, d'industrie extractive, la première des choses à faire, puisque là il s'agit de types d'activités qui peuvent avoir un impact sur l'environnement, la première des choses qu'on fait, c'est une évaluation environnementale stratégique. C'est ça que l'État doit faire. Quand l'État fait cette évaluation environnementale stratégique, elle peut, avec cette évaluation, trouver des mesures de sauvegarde. Par exemple, si elle veut continuer dans le projet, trouver des mesures de sauvegarde environnementale, ou carrément, après cette évaluation, dire que voilà, on voulait faire ça, mais au regard de l'évaluation environnementale, on ne le fait pas. Mais au regard de l'évaluation environnementale, on peut aussi décider d'aller de l'avant, de donner les blocs pétroliers, tout en mettant les mesures de sauvegarde. Et ces mesures de sauvegarde-là, quand quelqu'un va venir avec son projet d'exploitation, il va faire une étude d'impact, mais il va se fier aux mesures de sauvegarde qui ont déjà été faites par l'évaluation environnementale. À l'heure actuelle, le problème, c'est que ces évaluations n'ont pas été faits et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a même des blocs pétroliers dans des parcs nationaux tels que Virunga ou Pemba ou le parc marin de Mangrove. Ce qui est selon la loi sur la conservation, ce sont des activités dans des hydrocarbures qui sont interdits dans ces espaces-là à moins d'une dérogation spéciale. Nous ne devrions plus nous contenter de célébrer indéfiniment le potentiel en ressources naturelles dont est doté notre pays. Il nous revient de l'exploiter afin qu'il concourt à la réalisation de l'objectif primordial qui est celui de l'amélioration des conditions de vie de nos populations, tout en demeurant conscients et responsables quant aux implications écologiques et environnementales que l'exploitation de ces ressources génère. À cet égard, il est impérieux d'appliquer les dispositions de la loi de 2015 ainsi que le décret de 2016 qui régissent le secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo et qui définissent les conditions d'octroi des permis requis pour l'exploration, l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. Le lancement de l'appel d'offres
pour l'attribution de 30 blocs pétroliers et gaziers auxquels vous assistez est le témoin de notre volonté à mettre nos potentialités au service du développement de notre pays, ceci dans un contexte où les ressources fossiles, en ce compris le pétrole brut et le gaz, sont replacées au centre des enjeux mondiaux de paix et de stabilité en raison du conflit russo-ukrainien. En effet, il me revient de rappeler que l'exploitation pétrolière qui a démarré dans notre pays en 1974 en offshore et en 1983 en onshore est restée confinée sans raison au bassin côtier du littoral atlantique, donnant aujourd'hui une production modeste d'environ 23 000 barils par jour, alors que 85% du potentiel en hydrocarbures du pays reste inexploré et inexploité. Ici, l'argument en partie vrai, selon lequel le pays avait misé sur le tout minier, reléguant ainsi au second plan l'autre branche de l'industrie extractive qu'est le secteur des hydrocarbures, n'explique pas tout. Cette réalité historique ne doit cependant pas masquer nos latentes insuffisantes en matière de gouvernance, dont le corollaire a été le legs de plusieurs litiges se chiffrant en millions de dollars et une situation indésirable de quasi-mise en jachère de notre potentiel pétrolier. Mesdames et messieurs, distingués invités, il était donc temps que nous nous ressaisissions et que nous emboîtions le pas de ces nations qui, avant nous, ont pu faire de leur dotation en ressources des hydrocarbures de véritables fers de lance de leurs économies. Toutefois, conformément au rôle central joué par la République démocratique du Congo dans ce qui a trait à la protection de l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique, j'entends rappeler ici que cet appel d'offres, de même que cette volonté exprimée d'exploiter ces ressources, ne constitue en aucun cas un reniement des engagements auxquels nous avions souscrit à l'international, bien au contraire. Conscient des réserves que cette nouvelle voie pourrait susciter, je rassure ici nos partenaires sur notre détermination à mener les travaux d'exploitation et d'exploration à l'aide des moyens technologiques les plus modernes qui protègent l'environnement, la faune et la flore et préservent les écosystèmes ainsi que les équilibres écologiques. Aussi, je tiens à rassurer que conformément aux normes de l'industrie pétrolière, tous les travaux susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'environnement, tels que les acquisitions géophysiques et les forages, seront exécutés avec une étude exhaustive d'évaluation de l'impact environnemental et social et d'un plan de gestion environnementale en vue de minimiser les effets néfastes sur la faune et la flore, ainsi que sur les conditions de vie des communautés environnantes. Ces études et ces plans de gestion seront à chaque fois examinés et approuvés par le ministère de l'Environnement et Développement durable avant le début des travaux. Alors, le président de la République, en prenant la parole lors du lancement, déclare qu'il faut qu'on fasse vraiment le suivi par rapport aux mesures environnementales, aux impacts sur l'environnement et que les études d'impact devraient donc précéder toute exploitation, même exploration. Est-ce que vous n'êtes pas rassuré de ces propos? Je suis rassuré de ce propos, oui et non.
Parce que les études d'impact environnemental, c'est pas l'État qui le fait, c'est le porteur de projet. Donc celui qui va gagner l'appel d'offres sur un bloc, c'est celui qui va faire l'étude environnementale. Mais préalablement à ça, l'État aurait dû faire l'évaluation environnementale préalable, donc l'évaluation environnementale stratégique sur ces blocs-là. Et là, l'État ne l'a pas fait. Donc déjà sur le plan environnemental, il y a une problématique par rapport à ça. Donc je suis rassuré à ce qu'il dit. Parce que là c'est l'avenir, mais déjà on commence mal parce que nous ne faisons pas déjà les évaluations environnementales. Donc il y a déjà une inquiétude. Donc pour moi, ce que dit le chef de l'État ne me rassure qu'à moitié. Alors ça vous rassure à moitié, mais la RDC mise sur ses ressources naturelles pour son développement. Les avis, c'est vrai, ils sont partagés entre exploiter et contempler les ressources dont on dispose pendant que les populations croupissent dans la misère la plus noire. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas soit exploiter et préserver l'environnement, cette dichotomie-là? Je pense que les gens font une mauvaise lecture et les politiciens aussi nous emmènent dans un paradigme qui est faux. En fait, ils nous emmènent dans un paradigme où il faut exploiter plus de ressources pour que la population puisse se retrouver, n'est-ce pas? C'est ça leur logique. Mais avec le peu qu'on a maintenant, on exploite le bois. On exploite les minerais. Qu'est-ce que la population a aujourd'hui? Là, on comprend que le problème, ce n'est pas de rajouter des ressources sur des ressources, mais c'est un problème de gouvernance. Si vous n'arrivez pas déjà à bien gérer les quelques milliards que vous avez, vous pensez que vous allez commencer à bien gérer, que vous allez avoir 100 milliards et que c'est à partir de 100 milliards que vous allez commencer à penser à la population. Non. Le problème en RDC, c'est pas une accumulation de richesses que l'on va exploiter. Non. La première problématique, c'est la gouvernance. Comment on gère déjà le peu qu'on a? Si on gère bien le peu qu'on a, il est probable que quand on va avoir plus, on va encore mieux faire. Mais si déjà on gère mal le peu qu'on a, même si on a plus, qu'est-ce qui va se passer? On aura toujours plus, mais cet argent va aller toujours dans le même circuit kleptocrate. Donc la problématique, dire que non, on le fait ça pour la population. Si on veut faire pour la population, je suis d'accord, il faut exploiter, mais il faut avant tout changer le mode de gouvernance aujourd'hui qui n'est pas vraiment la meilleure en RDC. Et ça, vous pouvez le voir à travers la population. L'exemple le plus frappant, c'est celui des Mwanda, où on exploite depuis plusieurs décennies le pétrole, mais la population continue de croupir dans la misère. Et pourtant, on a dit qu'il y a des millions qui ont été, 10 millions, il faut le dire, qui ont été décaissés pour des projets d'infrastructure, pour des projets de développement pour les territoires de Mwanda, par exemple. Est-ce que ça ne pourrait pas être le cas aussi pour les autres blocs pétroliers dont on est en train de parler maintenant là? Oui, c'est ça que je dis. On exploite à Mwanda depuis des années, mais la situation sociale de la population ne change pas. Voilà pourquoi je dis qu'il faut mettre beaucoup d'accent sur la gouvernance de la RDC. Comment nous allons gérer cette manne pétrolière. Parce que si on ne change pas cette mode de gouvernance, même si on accorde 100 blocs pétroliers, ça va aller dans les mêmes poches que ça va aujourd'hui. Donc il faut changer le mode de gouvernance. Mais sur le fond, comme je dis, si on veut bien faire les choses, il faut respecter les règles. Ça signifie faire une évaluation environnementale préalable qui va démontrer qu'il n'y a pas de risque pour faire l'exploration ou l'exploitation à tel endroit, où il y a des risques, mais voilà les mesures de sauvegarde que l'on prend. Dès qu'on a toute cette information, on met les blocs en public et les gens peuvent venir soumissionner. Normalement, la loi sur l'environnement, c'est ça la procédure. Mais aujourd'hui, la procédure n'a pas été respectée sur le plan environnemental et j'irais même plus. Il semble que même la procédure d'appel d'offres en tant que telle, il y a quelques couacs. D'irrégularité. Je dirais, il y a quelques couacs. Ok, il y a quelques couacs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la RDC n'est pas à la croisée des chemins par rapport aux ressources dont elle dispose et les impératifs mondiaux en termes de préservation, de protection ou encore de conservation de son environnement? Le pays, aujourd'hui, s'appelle pays solution parce qu'il dispose de toutes ces ressources qui contribuent aujourd'hui à atténuer les réchauffements climatiques. Est-ce que le pays n'est pas à la croisée des chemins par rapport à son développement et par rapport aux impératifs environnementaux?
Oui, je pense que, oui, elle est dans la croisée des chemins, et quand la VPM de l'environnement parle de pays solution, effectivement, nous sommes un pays solution par rapport au réchauffement climatique. Et on demande aussi, et je suis d'accord avec elle quand elle demande que les pays occidentaux puissent faire leur part, parce que aujourd'hui, ce n'est pas la RDC qui pollue. S'il y a changement climatique aujourd'hui, c'est pas la RDC. S'il y a changement climatique aujourd'hui, c'est la Chine, l'Inde, les États-Unis et l'Europe. Donc, ils doivent faire les efforts, même si nous faisons des efforts de notre côté. Si eux ne font rien, la planète sera détruite. Mais cela ne veut pas dire que nous, on ne doit rien faire. Mais par contre, au lieu de faire ce que je dirais, ça va un peu vous choquer, faire le mendiant demander de l'argent, parce qu'aujourd'hui, nous sommes une force. Pourquoi on parle de pays solution? C'est parce que nous avons une forêt. Okay, qui permet de capter le gaz à effet de serre. Mais cette forêt, aujourd'hui, elle est menacée. La RDC perd 1 million d'hectares par année, dû à l'agriculture sur brûlis et à la carbonisation, dans Makala. Pourquoi les gens font la carbonisation? C'est parce qu'il n'y a pas d'électricité en RDC. Voilà pourquoi nous tous, vous et moi, j'imagine que vous aussi, vous achetez votre sac de charbon chaque mois. C'est normal, parce que nous avons un délestage. Mais alors, si on veut vraiment aider la RDC, si le monde entier veut aider la RDC, le monde entier devrait faire en sorte que les Congolais puissent avoir de l'énergie, de l'électricité. Parce que tant que les Congolais n'auront pas d'électricité, on va détruire cette forêt parce qu'on a besoin, nous aussi, d'énergie. On va utiliser le charbon de bois. Donc, au lieu de demander de l'argent aux gens, aller quémander de l'argent, il ne faut pas aller quémander de l'argent. Il faut aller demander des investissements dans le secteur de l'électricité pour que les Congolais puissent avoir accès à l'électricité et ne puissent pas toucher à la forêt. Parce que, franchement, même si j'étais occidentaux, je ne donnerais pas de l'argent à la RDC si je ne suis pas sûr que cet argent va servir réellement à protéger la forêt qu'il y a en RDC. Et le meilleur moyen pour protéger la forêt en RDC aujourd'hui, c'est d'investir massivement dans le secteur de l'électricité pour les populations congolaises. Alors, au cours d'un briefing, à l'issue de ces appels d'offres, la VPM a dit effectivement qu'il était temps pour la RDC d'exploiter. On ne va pas continuer à contempler ces ressources. Est-ce que ce n'est pas une revanche de la RDC par rapport au fonds que non seulement la RDC, bien sûr, d'autres pays aussi attendent de la communauté internationale, 100 milliards de dollars américains par an pour les efforts de conservation, pour renforcer la gouvernance. Est-ce que ce n'est pas une revanche pour le pays d'exploiter ces ressources, ces blocs pétroliers exactement, pour que le pays puisse avoir les fonds nécessaires pour son développement? Ici, ce n'est pas un jeu. Quand on parle de revanche, je vois ça comme un jeu. Pourtant, ici, on parle de la survie de la planète. Quand on parle du changement climatique, c'est pas le changement climatique de l'Europe ou de l'Occident. C'est le changement climatique du monde entier. Si les températures augmentent, même si nous exploitons des ressources, si les températures augmentent, nos enfants, nos petits-enfants n'auront pas du tout de planète pour profiter de cet argent de toute façon. Donc ce n'est pas un problème occidental, c'est un problème mondial de chaque être humain. Donc ce n'est pas une question de revanche, c'est une question de responsabilité. Alors c'est pas parce que les autres polluent que nous devons effectivement faire la même chose qu'eux. C'est inconscient pour moi. Pour moi, la meilleure des choses à faire en tant que responsable, un responsable politique devrait faire, c'est de faire prendre conscience, c'est vrai, à la Chine, aux États-Unis, à l'Europe, à l'Inde, qu'ils doivent effectivement diminuer leur dioxyde de carbone, leur émission de dioxyde de carbone, mais qu'ils doivent, et là encore je le répète, investir en RDC sur le plan de l'hydroélectricité, ou dans le secteur de l'électricité, pour que les Congolais arrêtent de toucher à leur forêt, parce que le monde entier a besoin de cette forêt. Donc il ne faut pas faire les choses comme si c'était un jeu, oui on le fait parce qu'on veut se venger. Non, il n'y a pas à se venger ici, parce que si la planète se réchauffe, c'est nous tous qui allons mourir, et surtout nos petits-enfants. Donc ce n'est pas un jeu où on doit parler de revanche, il faut plutôt parler de responsabilité. Et si on veut exploiter nos ressources, comme je le rappelle, il y a des règles pour exploiter nos ressources. Nous avons une loi sur l'environnement, nous avons une loi sur la conservation qui établissent des règles, et même la loi sur les hydrocarbures qui établissent des règles, il faut suivre ces règles. La première des choses, quand on veut lancer une programmation d'un espace pour faire de l'exploration ou de l'exploitation, la première des choses à faire pour un État, c'est une évaluation environnementale stratégique. Et ça, l'État congolais ne l'a pas fait. Donc, ce n'est pas la loi américaine ou la loi canadienne ou la loi française qui l'oblige, c'est la loi congolaise. On aurait dû commencer par là. Et comme on ne l'a pas fait, ça commence déjà mal. Et c'est pour ça que moi, je suis d'avis que, pour l'instant, ce que l'on devrait faire, c'est suspendre les appels d'offres, faire les évaluations environnementales pour avoir les mesures de sauvegarde, afin de rassurer en fait le public et surtout nos enfants et nos petits-enfants qui ne sont pas nés, que nous faisons les choses dans les règles. Parce que quand on parle de développement durable, c'est un développement qui permet
que nos petits-enfants puissent après vivre dans un monde qui soit un peu plus habitable. C'est ça le développement durable. Et ça commence surtout par une simple évaluation environnementale stratégique. Voilà, vous avez parlé de suspension. Aujourd'hui, on parle aussi de rétropédalage. L'Allemagne, on l'a vu, est revenue vers les énergies fossiles, ces mines de charbon, parce qu'il y a un problème d'énergie. La Russie est en train de fermer les vannes de ses gaz, de son gaz vers l'Europe et particulièrement vers l'Allemagne. Est-ce que le rétropédalage est aujourd'hui possible pour la RDC par rapport à ces appels d'offres? Juridiquement, c'est possible. Mais politiquement, entre vous et moi, c'est difficile pour qu'ils fassent le rétropédalage. Parce que politiquement, ça serait aussi mal vu. Et je pense que si on doit continuer dans ce processus qui a déjà mal débuté, ça serait déjà, pour moi, la première des choses à faire, parce que, comme vous le savez, nous allons organiser la pré-COP en octobre, n'est-ce pas? Oui. Donc, Septembre et octobre. Voilà, quand vous organisez la pré-COP en octobre et qu'avant ça, vous donnez 30 blocs pétroliers, il y a ça ne va passer, ça ne coïncide pas. Alors, la première des choses à faire pour moi, comme la loi sur la conservation interdit déjà d'exploiter les hydrocarbures dans ces espaces, et que ces espaces-là, comme le parc de Virunga, qui est déjà un patrimoine mondial de l'humanité en péril, il faudrait déjà débuter, ne serait-ce que pour rassurer les gens que sur ces espaces-là, qui sont des espaces fragiles en termes environnementaux et même par rapport à la biodiversité, on parle de 3 blocs ici, sur les 30, 3 blocs. Je pense que pour rassurer le public, il faudrait déjà retirer les blocs qui sont dans ces espaces-là, parce que ce sont des espaces qui sont déjà en péril. Et le fait de rajouter des blocs là-dessus les met encore en plus en péril. Donc je pense que la première des choses à faire, c'est d'abord d'essayer de retirer ces blocs-là. Je pense qu'on parle ici de 3 ou 4 blocs qu'on devrait retirer d'abord sur ces espaces fragiles et après continuer tout en espérant qu'il puisse avoir, comme le président l'a dit, les études d'impact environnemental, si on doit continuer dans ce chemin. Alors aujourd'hui, on parle de superposition des aires protégées, mine contre aires protégées. Aujourd'hui, ça sera avec ces blocs pétroliers, mine contre aires protégées, contre hydrocarbures, blocs pétroliers. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller dans une conservation, dans une préservation qui puisse redonner de l'espoir aux Congolais, aux populations surtout qui vivent de ces ressources ou qui vivent dans ces aires protégées pour ces ressources naturelles? Je pense que la problématique des superpositions découle du fait surtout que l'on n'a pas de plan d'aménagement du territoire. Si on en avait, on n'aurait pas ce problème. Aujourd'hui, la problématique des superpositions découle que chaque secteur d'industrie extractive possède sa propre cartographie. Donc le ministère de l'Environnement a l'Atlas forestier interactif, donc sa propre cartographie. Le ministère des Mines a le cadastre minier et le ministère des Hydrocarbures a aussi sa propre cartographie. Et ces plateformes ne se communiquent pas entre elles. Donc quand le ministre de l'Environnement donne une concession forestière, elle peut donner une concession forestière, par exemple, sur un espace qui est déjà couvert par un permis minier. Mais c'est parce que ces plateformes ne sont pas en contact. Alors pour éviter cette superposition, donc un peu ce désordre qui existe dans l'espace congolais, il faudrait, en attendant le plan d'aménagement du territoire, avoir une même plateforme cartographique pour le secteur extractif auquel les différents ministères pourraient se référer avant d'attribuer des espaces. Donc tant qu'on n'aura pas ça et que chacun aura sa propre plateforme ou que ces plateformes ne seront pas interconnectées, on connaîtra toujours le même problème en attendant le plan d'aménagement du territoire. Alors, M. Alain Ngunda, les appels d'offres ont été lancés, mais les remous existent sur les impacts environnementaux. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de conserver, de préserver notre environnement et d'exploiter les hydrocarbures? Oui, c'est possible si on respecte la réglementation qui existe actuellement en RDC. Ça signifie les prérogatives qu'il y a dans les dispositions qu'il y a dans la loi sur la conservation et la loi sur l'environnement qui exigent que nous puissions faire, quand on lance une programmation d'espace pour l'extraction, l'exploration d'hydrocarbures, d'avoir une évaluation environnementale stratégique préalable. Et par la suite, quand les gens vont gagner, ils pourront faire leur étude d'impact environnemental. Dans ces études d'impact environnemental, il y aura des mesures de sauvegarde à l'environnement et surtout éviter
que ces espaces soient donnés dans des espaces fragiles comme des aires protégées, les parcs nationaux, les réserves naturelles. Et je rappelle simplement que la loi sur la conservation interdit qu'on accorde de tels types d'espaces sur les hydrocarbures dans les aires protégées, à moins d'une dérogation spéciale du Premier ministre découlant d'une autorisation de l'ICCN et d'une étude d'impact environnemental préalable. Donc c'est possible de faire les deux, mais il faut juste respecter la réglementation. Et je pense que le problème majeur, ce n'est pas d'exploiter en RDC. L'exploitation des minerais, nous le faisons depuis 1960. Le problème de la RDC pour le développement, ce n'est pas l'exploitation, c'est la gouvernance. Aujourd'hui, un pays comme la Corée du Sud, justement, n'a pas de minerais, mais elle a plus de recettes que nous. La population en vit plus aisément, non pas parce qu'elle a des ressources naturelles, parce qu'il n'y en a pas, mais parce qu'elle gère bien ce qu'elle a et elle a mis un fort accent sur le capital humain. Donc c'est ça peut-être que le grand défi de notre génération, ça sera non pas d'investir dans le sous-sol, mais d'investir dans notre tête. Donc si on gère bien le peu qu'on a, on pourra valoriser ce que nous avons et encore faire profiter à la population. Et c'est là le défi de la RDC. Ce n'est pas l'extraction minière ou d'hydrocarbures, c'est le défi de la gouvernance. Voilà, le défi de la gouvernance, et donc là, les maîtres mots, les appels d'offres ont été lancés, mais il faut de la gouvernance, comme le dit M. Alain Ngunda. Madame, Monsieur, RDC Environnement, c'en est fini. Peut-être un tout dernier mot à notre invité. C'est la première fois que nous le recevons dans cette émission. Votre credo pour l'environnement? Pour l'environnement, je dirais juste une chose. Beaucoup de gens disent que la RDC n'a pas à être seule, à se battre pour protéger l'environnement dans le monde et que ça n'est pas sa priorité. Je pense que, je dirais plutôt aux personnes, c'est notre priorité. Parce que dans l'environnement, le réchauffement climatique mondial, ce n'est pas un problème européen, ce n'est pas un problème américain, ce n'est pas un problème chinois, c'est un problème planétaire. Si la Terre se réchauffe au-delà de 2 degrés d'ici quelques années, ce sont nos petits-enfants qui ne pourront pas survivre, même si nous leur donnons plus d'argent avec les ressources naturelles que nous allons... Voilà, on ne mange pas, comment dire, les ressources naturelles, mais on a besoin d'un environnement sain qui nous permet de profiter de ces ressources-là. Donc c'est ça que je dirais, nous devons faire preuve de responsabilité, nous avons un rôle à jouer pour sauver cette planète et nous devons pleinement le faire pour nos petits-enfants. Monsieur Alain, merci beaucoup. Merci aussi à vous, accueilli. Madame, Messieurs, d'avoir suivi cette émission. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. RDC Environnement revient déjà la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur votre chaîne. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.